Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Écoutez, cette semaine, on a franchi les 1300 followers sur Facebook. Vous continuez à nous écrire, à donner des idées, des suggestions d'entrevues. Évidemment, je ne peux pas faire tout le monde, je fais mon possible, mais on a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Cela dit, en attendant, s'il vous plaît, inscrivez-vous soit sur les réseaux sociaux, soit encore sur Spotify. Vous mettez une petite évaluation, même chose pour Apple Podcasts, ça aide toujours pour d'éventuels partenariats, pourrais-je dire ainsi, avec des commanditaires. Alors, plus il y a d'abonnés, mieux c'est, en gros. Alors, si vous avez un cœur et que vous voulez le partager, c'est pas très demandant, alors faites-le. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un auteur, un compositeur, un interprète, un DJ, un producteur, le seul et unique Poirier. Spécialiste des musiques chaudes et électroniques, l'auteur, compositeur, interprète, DJ, producteur canadien Poirier a un parcours des plus prolifiques où créativité et éclectisme sont au rendez-vous en plus de 25 ans de carrière. Figure emblématique de Montréal, une constante majeure traverse ses albums et performances, celle de bâtir des ponts entre les différentes communautés, langues, époques et cultures. Il compose une musique faite de rencontres qui mélange de façon décomplexée plusieurs styles et époques. Il est gagnant de la disque du réalisateur de l'année en 2013, en plus d'avoir été nommé dans la longue liste du prix Polaris en 2008 et nommé au Juno à plusieurs reprises. Il a lancé 11 albums et de nombreux EP avec des labels tels que Ninja Tune ou Wonder Wheel Recordings, en plus de diriger un album de remix de la légende de la chanson québécoise Robert Charlebois, ainsi qu'un EP de remix pour Ariane Moffat. Poirier a sorti en 2020 son 11e album, Soft Power, inspiré de ses séjours à l'étranger et par ses mémorables soirées montréalaises. Tiré cet album, la chanson Café comme l'été, avec Flavia Coelho, compte plus de 6 millions d'écoutes sur les différentes plateformes d'écoute. En 2021, Poirier sort le EP Soft Power Remix qui clôt la boucle de son album du même nom. Puis en 2022, il récidive avec le EP Momentum qui comprend notamment les deux titres phares Tekefren avec Wally et Leader avec Angie Wings. Son 12e album Quiet Revolution, dont la sortie est prévue pour octobre 2024, façonne une irrésistible ambiance intime et réconfortante où la musique électronique et acoustique se fondent ensemble pour un résultat intemporel. Le premier single, Agua Oro, une collaboration avec Ramon Chicharon, est sorti en juin 2024. Basé à Montréal, il a joué dans plus de 30 pays partout sur la planète. Il est très actif à Montréal comme en fait foi sa soirée dansante mensuelle Qualité de luxe dédiée aux musiques africaines et antillaises qui attirent les foules depuis plus de 10 ans. Poirier est aussi l'instigateur des réputées soirées Bounce le Gros et du party annuel Carnival depuis 13 ans qui ont marqué la vie nocturne montréalaise. Il a aussi produit des chansons pour plus d'artistes, sans compter plus de 55 remixes officiels faits pour une variété d'artistes internationaux. Voici ma conversation avec Poirier. Écoute, premièrement, on va faire l'affaire dans nos présentations. Premièrement, Poirier. On a déjà commencé, c'est ça? Oh, c'est déjà commencé. Mais est-ce que les gens t'appellent Poirier? Comment je t'appelle en ce moment? Mon nom d'artiste, c'est Poirier, comme Dumas, c'est Dumas. Exactement. Mais dans l'intimité d'un micro, veux-tu qu'on garde Poirier? Tu peux garder Poirier si on le fait en tant que Poirier, right? That's right, on fait ça. Okay. On garde ça comme ça. Bon. Parfait, c'est réglé. J'aime ça. Moi, la première fois que j'ai pris connaissance de toi, de ton existence, c'est quand je suis arrivé à Montréal en 2001. En 2001, je suis débarqué ici et là, tu sais, moi j'étais un petit gars de Joliette, j'ai venu faire mes études en musique classique à McGill, j'avais mon petit appartement dans le ghetto McGill, tout ça, mais je restais extrêmement connecté à la scène québécoise avec Le Voir, le fameux journal Le Voir, qui a toujours été très élogieux, très bon à ton égard. Je trouve qu'ils ont poussé bien ta carrière. Puis c'était un journal qui avait une influence gigantesque à l'époque. Le Voir, j'en parlais récemment. Je veux dire, c'était
la courroie de transmission culturelle avec le Mirror. Avec le Mirror, ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Anglophone. Il y en avait 3, en fait. 4. Il y avait ici, ici, Voir, Montreal Mirror, puis Hour. Hour, mon Dieu. Écoute, moi, ça, c'était ma run habituelle là, quand j'allais au métro, je prenais les 4, tac. Exactement. Tu mettais là. Puis il y avait des variantes entre chacun, tu sais. Oui. Mais tu étais très présent. Tu sais. Les gens ont toujours défendu ta musique. Moi, la première fois que je l'ai expérimenté, c'est quand je t'ai vu live le faire. Okay. Ma première fois. Les albums, c'est venu plus tard. Le plus récent album que j'ai écouté le plus, c'était pendant la pandémie, Soft Power, qui dans cette pièce a fait danser mes enfants et moi, alors qu'on était pognés, donc on se faisait... Je suis content d'apprendre ça. Ouais. C'est le truc avec la musique, c'est qu'on a des feedbacks des années plus tard. Oui, je sais. Puis on sait jamais vraiment réellement comment ça... l'impact que ça a. Puis c'est fou. C'est vraiment ça qui est fun avec la musique. Tu t'en vas dans l'intimité des gens. Là. Tu peux pas aller plus dans l'intimité des gens. Tu les accompagnes. Un film, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les livres aussi. C'est pas ça. C'est juste que la narrative est tellement intransigeante. Tu dois suivre ce qui est proposé, alors que la musique... C'est que la musique, elle peut être dans ton intimité, mais elle peut être aussi donc un à un, si on veut. Ouais. Mais elle peut être en groupe, elle peut être en famille, elle peut t'accompagner de façon, disons, fonctionnelle, un peu en background, puis elle peut être juste la chose que tu fais, que tu écoutes. Donc elle se glisse, c'est comme l'eau. Oui, c'est vraiment... Non, mais c'est ça, puis c'est pour ça que toutes les autres formes d'art que j'aime beaucoup, eux demandent requièrent toute notre attention. C'est ça que je trouve qui est le fun avec la musique, c'est que tu peux vraiment... l'apprendre comme tu souhaites, finalement. Puis c'est pour ça que tout le monde aime la musique. C'est pour ça que tout le monde écoute. Les gens n'ont jamais autant écouté de musique. T'sais. Je suis bien d'accord. Puis c'est cool parce que tout le monde est inquiet le système, le milieu de la musique. Ça, c'est un autre sujet. C'est un gros sujet dans lequel tu t'exprimes beaucoup. D'ailleurs, j'aime ça. Puis j'ai hâte d'avoir ta take sur tout ce qui se passe. Mais allons à la... Déjà, je trouve que quand tu me dis soft power, on pourrait dire animer ta vie familiale, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir... Dans cette cuisine-là, vraiment, écoute, on était mes petites étaient là, on faisait jouer ça, puis on essayait d'arrêter d'être malheureux dans cette pandémie-là, qu'on savait pas trop quoi faire. Ce qui est intéressant avec cet album-là, c'est que l'album, je l'ai terminé en novembre 2019. OK. Et comme je sortais sur un label américain pour la distribution dans le monde au complet, sauf le Canada dont je m'occupais personnellement, la seule date qu'il y avait de sortie, c'était fin juin. Si ma mémoire est bonne, le 20 juin 2020. Et en tant que Québécois, c'est la pire date pour sortir un album. Je sais. J'ai fait la gaffe l'année passée de sortir mon premier album classique en duo avec Contrebasse. On l'a sorti à cette date-là. J'avais pas réalisé à quel point c'était une mauvaise date. C'est la pire date. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Advienne que pourra ». Ensuite, la pandémie est arrivée. Et là, les gens se sont mis en mode attente. Mais moi, j'étais déjà en attente depuis novembre 2019. Donc, ça changeait rien un peu à ma vie. Et ensuite, il y a eu plein de gens qui ont décidé de reporter la sortie de leur album. Et nous, on était comme, non, mon label et moi, on le sort à la date prévue. Je veux dire, de un, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment va être l'industrie. Et ça a été quasiment le meilleur move ever de sortir l'album à ce moment-là. Il n'y avait aucune actualité musicale. Il se passait rien. En 2020. C'était fou. Donc, mon album, c'est comme faufilé là-dedans, considérant en plus que des gens qui ont annulé la sortie de leur album. Oui. Et ça n'a pas été un move bénéfique parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans le futur. C'est comme si tu jouais au poker avec un jeu qui allait manquer des cartes ensuite. C'est vrai, c'est bien, c'est bon ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, je préfère jouer au poker avec un jeu dont j'avais toutes les cartes. Exact. Puis donc, l'album a quand même bien fonctionné dans cette période-là. Donc. Super bien fonctionné. Ah, cool. Et j'ai eu des feedbacks par la suite. Ah, tu vois, c'est ça. Des fois, il faut juste que tu sortes ton affaire. Puis... il faut le sortir. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Il faut sortir notre musique parce que tant qu'on la sort pas, si on a quelque chose qui est prêt à sortir, bien évidemment, on peut pas aller de l'avant sur d'autres choses. C'est vrai. Ou du moins, t'es pas entièrement concentré à autre chose. C'est ça le problème. C'est très difficile. Puis je vois des gens, des fois, qui ont accumulé des albums, puis en ont 2, 3, puis là, ils ressortent back-à-back en 1 an, puis ils donnent pas le même, on dirait, amour
ou le même travail dessus pour la sortie. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça curieux. Espèce des gens qui empilent des albums. Puis là, je vais complètement aller avec les espèces de rumeurs, un peu comme même Bowie, apparemment. Je sais pas, il y a combien d'albums de prévus là, pour les prochaines années. Ouais, puis Prince, qu'on a découvert finalement qu'il y a des tonnes et des tonnes d'albums. Tu trouves ça toujours curieux d'écrire autant de musique, puis de la laisser de côté, pas la sortir, la réserver, la garder pour plus tard. Je sais pas, moi, je compose pas, j'écris pas, moi, je suis un interprète, mais il me semble que quand t'as fini quelque chose, tu dois avoir hâte de le partager aux gens, tu sais. Oui, à moins que tu aies un gut feeling qui te dise « Hey, j'étais vraiment à côté de la track ». T'as-tu déjà eu ça? Non, mais tu sais, je repense au groupe de rap I Am, l'école du micro d'argent. Ils avaient terminé leur album, puis ils l'ont scrappé au complet, puis ils l'ont tout réenregistré avec d'autres producers. Pour vrai? Ok, ça, je savais pas. Le classique que c'est devenu. Parce qu'ils avaient eu un gut feeling. Que c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas up-to-date. Ah, mais ça, c'est cool. Ça, je savais pas, mais tu sais, justement, on prend des choses pour acquis. Moi, cet album-là, j'ai toujours pensé que... Ah, il a été fait dans la douleur. Ouais. Mais il passe. Ah non, mais ça a été une très bonne décision. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il faut s'écouter. Ouais. Puis des fois, il faut faire les choses aussi. C'est une balance entre les deux. Puis des fois, plus on attend, ben ça marche pas. Puis je veux dire, une donnée qui est vraiment intéressante, je parlais en fin de semaine, j'ai croisé un vieil ami qu'on se côtoie depuis longtemps. Peut-être tu le connais, Matt Pontbriand. Qui est dans le non. Non, bon. Il fait quoi? Il fait plein de choses. Il est dans le milieu musical. Il était dans le groupe Power Up First. OK, oui. Il est tour manager de ça, je connais Daniel Bélanger. OK, parfait. Il est là depuis longtemps. Ouais. Puis on parlait de musique parce qu'il était en train de faire de la musique. Puis un moment donné, il me dit, tu sais, je suis fier de mes tunes. Puis je dis, c'est exactement ça. Il faut être fier de la musique qu'on fait. Et c'est pas une question de se vanter, mais il faut avoir une fierté du travail qu'on a accompli, comme un artisan. Oui. Puis c'est en étant fier de ce qu'on a fait qu'on va donner la meilleure chance possible à notre art. Parce que quand on est fier de quelque chose qu'on a fait, ça veut dire qu'on est intrinsèquement, on pourrait dire, satisfait de nous à nous-mêmes. Oui. Et c'est la donnée la plus importante ensuite pour faire vivre ou, entre guillemets, défendre son projet. Parce que ça se peut que le projet ne fonctionne pas du premier coup. Mais si on n'est pas fier, on va lâcher le morceau. Oui. Puis il y en a beaucoup qui sont pas fiers. Ben non. Puis si on n'est pas, comment je veux dire, ben c'est ça. Si on n'est pas fier, si on n'est pas content de ce qu'on a fait, ben on va dire, non, ça vaut pas la peine. Si on le fait pour des raisons autres que notre propre amour de la musique. Ouais. ça te fait rire. Je sens qu'il y a plein d'affaires qui se passent dans ta tête. Je les nommerai pas, mais j'ai bien des noms en tête. La seule chose qui pourra nous arriver, c'est la déception. Ouais. Puis cette déception-là est due au fait qu'on ne l'a pas fait pour nous, qu'on n'y croyait pas pour vrai. Puis la seule chose qu'on peut avoir, c'est un certain succès qui peut racheter. Ouais, racheter ce truc-là. Ouais. Et quand on l'a pas, ensuite on est déçu et on peut devenir amer. Et l'amertume, pour moi, c'est la pire maladie d'un créateur. Ah, mais ça, j'en suis persuadé aussi. Mais cette pensée-là que tu as pour la musique, elle a évolué. T'es rendu là. Oui. Mais... ce que je viens de dire, là, ça a l'air simple. Oui. Mais c'est des années, là. C'est des années. C'est de comprendre la psychologie en tant que créateur et en tant que musicien. Mais quand tu faisais de la musique au début, quand tu as commencé, pourquoi tu faisais de la musique? Parce que j'avais pas le choix. C'était mon rêve tabou. Un rêve tabou. Mais rêve que je me permettais pas de rêver. Ça, tu le mentionnes justement dans un très bel article en passant. Et pour ceux qui sont intéressés, allez donc le lire. Qualité de nuit à Montréal. C'est un texte que tu as publié dans Le Devoir le 18 mai 2022. Même si en 22, aujourd'hui on est en 24, il est encore très pertinent ce texte parce qu'on va en parler un peu plus tard sur la scène de nuit de Montréal qui a beaucoup changé, en tout cas, selon moi. Ouais. Et toi, tu peux encore plus en témoigner, j'en suis certain. Tu parles justement là-dedans de la façon justement que c'était comme pas un luxe, mais quelque chose que tu voulais pas
pas que tu voulais pas, que tu permettais pas d'aller là. Oui, pourquoi? Et parce que j'étais pas capable de faire de la musique. J'ai pas étudié en musique. Okay. J'ai jamais eu des cours de musique. Est-ce que aujourd'hui tu lis la musique? Pas plus. Pas plus, c'est ça. Mais t'as de la créativité. Énormément, et j'ai une opinion. Mais c'est ça. J'ai un point de vue. T'as un point de vue. J'ai quelque chose à partager. Mais ça, c'est ça qui est cool, je trouve, en ce moment. Les institutions musicales sont en train de reconnaître ça aussi, en ce moment. Il y a un petit chiffre qui est en train de se faire. Ça a repris un certain temps, évidemment, là, d'aller là, tu sais, parce que à l'époque même, tu sais, la pop, ça a pris un certain temps avant qu'elle soit reconnue. Je parle pop, là, mais tu sais, pop, là, tu sais, pour accompagner, je sais pas qui, Bruno Pelletier, peu importe. Souvent, c'était des gens qu'on disait, ben, il y en a qui lisaient pas vraiment tout ça. On reconnaissait pas ça. Maintenant, les universités, les institutions commencent à reconnaître ça. Où est-ce que tu peux avoir des formations pour ça? Ça, c'est intéressant. Puis ton métier, dernièrement, je commence à entendre de plus en plus aux États-Unis, il y a des places. Je sais qu'en Europe, ça commence à rentrer dans les écoles et à être analysé, à apporter une certaine structure. Même chose avec le hip-hop qui commence à... Et toi, est-ce que tu aimes ça? Qu'il y ait une place dans les institutions où tu te dis non, c'est un art qui doit rester où est-ce qu'il est? C'est une bonne question. C'est une question un petit peu... c'est dur à répondre. Ce que je veux dire, je pense que la chose que je peux dire, c'est que si on veut faire de la musique, il faut en faire. Peu importe. Trouvons les moyens. Ensuite, quand c'est institutionnalisé, ça amène nécessairement un certain formatage. Absolument. Et ça coule dans le béton certaines formes. Donc, le débat, c'est peut-être... Ou la sous-question, c'est musique académique versus musique non académique. Mm-hmm. Et je pense que, tu sais, toi, tu es un interprète. Moi, à la base, je suis un créateur, mais j'interprète ma propre musique. Ouais, quand je crée, je l'interprète immédiatement. C'est ça. Et c'est un minding complètement différent. C'est certain. C'est certain. Puis c'est justement ça que je trouve qui est intéressant parce que on va aller avec un exemple qui est juste à côté, mais qui est proche dans notre ville, Montréal, ville d'humour. On a une école nationale de l'humour, où les gens vont étudier 2 ans ou 3, mais je pense que c'est 2, pour ceux qui veulent faire du stand-up, pour finalement bricoler un 10 minutes solide qui va les lancer. Après, ils font une espèce de show, ils se font repérer. Aux États-Unis, ça n'existe pas, des écoles d'humour. Intéressant. Et ils refusent ça. C'est même moqué, snobé. Ouais. Ils disent, non, tu veux être drôle? Va dans les clubs. Dans les comedy clubs. Puis mange un peu de marde. C'est vraiment ce qu'ils disent. Le public va être tough, tout ça. Mais là, tu vas apprendre comment te ressaisir, comment te... Mais ils disent, tu peux pas apprendre ça à l'école. En Europe, Jimmy Carr, que j'aime beaucoup, humoriste anglais, lui est en train de fonder une espèce de... Avec une équipe, une espèce de guide pour les gens. Lui, il est dans l'autre courant qui dit, tout le monde est drôle. C'est juste que c'est pas tout le monde qui savent comment l'exprimer. Ouais. Puis lui, il est en train de former un livre avec ça. Ça aussi, c'est une école intéressante. Puis je crois que, justement, pour la créativité, étant donné que, comme les compositeurs, c'est ceux qui vont étudier dans des écoles, souvent, à l'époque, avant, il y avait vraiment un format, là. Il fallait que tu t'écrives de telle façon. Puis, tu sais, si tu suivais pas ce modèle-là, t'étais rayé. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les jeunes arrivent avec des portfolios, avec leurs idées déjà, puis le professeur va les aider à être meilleurs dans ce qu'ils font. Intéressant. D'après moi, c'est une meilleure approche. Ben, c'est probablement ça, parce que un bon professeur qui a de l'expérience est capable de, en regardant l'histoire, voir que chaque compositeur avait un style, puis maintenant, c'est de l'aider d'aller plus loin. T'as-tu pensé à utiliser ça, cette technique-là, à faire ça, puis là, la personne va être confrontée à ça, à ces idées-là, puis à essayer des choses, tu sais. Mais là, en ce moment, je pense que c'est juste pour introduire ton art. Comment je peux l'exprimer exactement? Parce que j'ai parce que t'es compositeur. Compositeur à la base. C'est ça l'affaire. J'ai un 12e album qui s'en vient. C'est ça, c'est compositeur. Oui, je compose. Je crée. Je sors des albums. J'ai fait X nombre de chansons. J'ai travaillé sur X nombre de... J'ai un énorme catalogue.
Non, c'est ça. Donc, quand tu as commencé à écrire, à composer, c'était à quel âge? Mes premières expérimentations, tu vois, mon premier album, j'avais 25 ans. Donc, c'est vers 22-23. Quand même tard. Très tard, pour quelqu'un avec aucune expérience. Très tard, puis encore, à ce jour, les chansons de ce premier album, je suis bluffé par ce que j'ai fait. Je sais même pas comment j'ai fait. Et je ne pourrais pas le refaire. Tu pourrais pas le refaire aujourd'hui? J'étais dans une zone tellement deep. Mais c'était... Parlons-en alors. Quel objet tu avais utilisé pour ça? Parce que les technologies ont tellement changé. J'ai toujours travaillé au laptop. OK. Et tout cet album-là, le premier et le deuxième album ont été entièrement composés avec Cool Edit Pro. Ah, ouais. Ouais. T'étais là-dessus, t'as patenté. Ouais. C'est vraiment, mais un patentage, là, parce que tu sais pas trop nécessairement si... Ben, il n'y a pas de grille. C'est ça. Donc, je faisais ma propre grille en découpant des hi-hats, puis en me faisant, mettons, 16 hi-hats. Non. Oui, ben, s'il n'y a pas de grille, on s'en fait une. Ah, ça devait être long. Ouais, puis j'avais donc aucun tempo exact. T'es-tu sérieux? C'est pas 90 BPM, c'était 90.47. Ah oui, c'est ça, oui, je comprends. Oh, ouais. Parce que je suis pas sur un grid, je suis sur mon grid. Wow. Tous les sons sont placés à la main. Aïe, aïe, OK. Ouais. Puis comme tu dis, si tu faisais... Mais, sais-tu quoi? Ça serait un foutu bon exercice pour dans une école, ça. Mais Burial compose sensiblement de la même façon. Ah, OK? Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais, avec Soundforge. Wow. Puis toi, t'as fait un album. J'ai fait 2 albums comme ça. Le troisième était entre ça et Fruity Loop. Peux-tu m'expliquer, c'était quoi le changement? C'est que t'avais... Là, j'avais le grid, c'est plus... OK, là, c'était déjà établi. C'est un tracker, là, tu sais, ce qu'ils appellent un DAW, là, Digital Audio Workstation. Qui t'a aidé? Y a-tu quelqu'un qui t'a initié, qui t'a amené pour... Tu sais, parce que tout ce matériel-là, tu sais, on a beau aimer la musique, si t'as pas quelqu'un de proche pour un peu te pousser, c'est très tough. Oui. On pourrait dire 2 personnes. OK. Une personne, mettons, en support moral. OK. Ils sont importants. Oui. Puis une personne en support technique et moral. OK. Donc, commençons par le support technique et moral. Cette même personne-là, c'est FIC. OK. Jean-Patrice Rémillard. OK. Je suis toujours en contact avec lui. Et je me souviens qu'on est allés ensemble acheter mon premier laptop. Okay. Parce que j'avais besoin d'aide, d'un peu d'accompagnement. Ben oui. Puis lui était déjà, on pourrait dire, avancé là-dedans. J'ai encore des très bonnes discussions musicales avec Jean-Patrice à ce jour. Puis lui, il est venu avec toi, il a fait, bon, c'est ça qu'il te faut, c'est tel modèle. Un Toshiba, voici. Il m'a donné, je pense que c'est lui qui m'a donné le crack de Cool Edit Pro. Puis il m'a donné plein de petites affaires comme ça, etc. Puis on parlait déjà beaucoup de musique parce que je travaillais dans un magasin de disques non loin d'ici, à l'époque, qui était un Fichtre, qui était un magasin de bande dessinée et de CD, de musique électronique. C'était où, ça? Rivard et Bienville, au coin de la rue. OK. Donc, il venait là, on se connaissait aussi. J'étais aussi un scéneux de la scène électronique. J'avais une émission de radio SISM de 95 à 2000, donc très jeune. Je suivais beaucoup la musique électronique. J'étais là avant que Mutech existe. Donc, j'avais vu ISEA 95 ou 98, je me souviens plus de la date. Non, c'est 95. ISEA 95, c'était au marché Bon Secours. C'est très cool. Ouais, donc je suivais ça. Puis, au magasin de disques, il y avait Jimmy Beaulieu. Jimmy Beaulieu? Oui. Le BDiste. Ben c'est ça, je suis qui avait déjà surpris. une expérience musicale, mais qui faisait la transition vers la BD et le dessin de plus en plus. Jimmy Beaulieu a fait de la musique? Beaucoup. Ben ça, j'en avais aucune connaissance. Je connais ses BD, j'en ai ici, mais je savais pas qu'il avait fait. Ah oui, oui. Il a fait de la musique, c'est la gang de Québec, donc avec Fred Everything. OK. C'est toute la vieille garde des ravers. Mais voyons donc. OK, lui, il a fait... Puis... tranquillement, mais c'est quand même curieux quand même dans ce magasin. Au moment où moi je commençais à me familiariser, je peux être capable d'assembler des sons. Jimmy, lui, s'en allait davantage vers la pratique du dessin puis de la bande dessinée. Mais il y avait... j'ai des démos de lui à la maison, de trucs qui sont sortis. C'était Monsieur Populaire. C'était ça le nom du projet. C'est pas pire. Puis tu restes en contact avec Jimmy encore? Oui, encore. Mais voyons donc. Ouais. Wow.
Je suis vraiment surpris. Ça, c'est une pas pire... Mais fichtre, mais ça, je me souviens pas pareil. Moi, quand je suis arrivé, j'étais tellement pas... ça m'a pris un temps pour me connecter à la ville. J'étais tellement stressé d'arriver à Montréal que je pratiquais. Puis à un moment donné, et j'habitais au coin de Clark, Prince-Arthur. Puis à un moment donné, c'est un ami... À côté du Laika. Voilà. Je t'ai vu là. Je t'ai vu... À un moment donné, il y avait une soirée que tu avais fait. Il n'existe plus l'endroit. Le cabaret... Juste pour rire, avec des espèces de soirées. Il y a plein de soirées thématiques qu'ils faisaient, mais je t'ai déjà vu là aussi. Ouais, j'ai joué à Pop Montréal en 2004. Ça devait être là. Mais je me souviens pas par cœur, mais tu sais, je me souviens que là, quand j'ai commencé à tranquillement sortir de ce coin-là, je commençais à aller voir des shows, puis c'était des belles... Moi, je suis un peu nostalgique. C'était vraiment des cool années, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient. Une effervescence. À tous les coins de rue, il y avait de la muse, il y avait quelque chose qui brassait, tout ça. Toi, t'es-tu un peu... Quand tu regardes ça, bon, évidemment, t'es allé vers la musique, je te dirais, début 2000. C'est là que le chiffre... Le premier album, c'est 2001. 2001. Puis j'ai sorti directement un album. Juste d'un coup, comme ça. J'ai rien sorti avant. Avant de sortir l'album, t'avais fait des perfos live? Non. Jamais. À date, c'était du travail à la maison. That's it. Merci, bonsoir. Bedroom producer. Première perfo, c'était quand? C'est... ça, c'est drôle. OK. La première fois que j'ai joué en live, c'était au Foufoune électrique. OK. Déjà, c'est pas pire. OK. Une soirée électronique au Foufoune électrique, sur la terrasse. Et il y avait... Avec moi, il y avait Deadbeat, donc Scott Monteith. Ouais. Il y avait Jetone, qui est l'alias à l'époque de Tim Ecker. OK. Qui est un Don maintenant. Il fait de la musique de film, drone, noise. Je pense que c'était nous trois. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, je me souviens pas. Faudrait que je regarde dans mes archives. OK. Et ça, c'était la première gig que j'ai faite avec mon laptop. J'étais assis à une table, puis là, j'actionnais mes séquences avec Ableton Live en 2002. OK. Puis mon peut-être 3 ou 4e show, vraie performance live, ou c'était mon 2e, je sais pas. Ça a été le premier. Puis ensuite, ça a été Mutech. OK. Juin 2002, un live. Voilà. Est-ce que les performances live, ça amenait... Est-ce que tu tripais autant que travailler chez toi? Est-ce que c'était... Évidemment, c'est Moi, ça me tentait pas. C'est ça, OK. Je me doutais que ça devait peut-être ça au début. J'avais aucune ambition de jouer live. Est-ce que ça te stressait? Oui, définitivement, ça me stressait de jouer live. Quel aspect qui stressait? Moi, quand je te regarde, mettons, faire de quoi live, je me dis... tous les problèmes technologiques qui peuvent arriver, là, moi, ça me fait freaker. Juste y penser. Maintenant, je joue avec une tablette, puis je suis déjà toujours stressé qu'elle va péter. Puis vous autres, c'est comme vous avez tellement d'affaires, de facteurs qui fait que ça pourrait pas marcher. Moi, ça me donne des boutons à y penser. Là. Mais je pense que appelons ça la problématique de transposer de la musique électronique en live, c'est sensiblement la même problématique qu'un band qui joue live, qui a bien du fun, puis qui rentre en studio. Ah ouais. Puis qui devient conscious. Comment transposer ça? Ouais, qui devient conscious, des petites erreurs, tout ça, puis que là, le fun est un peu comme éloigné. Tu l'as développé dans un certain format, et là, il faut que tu l'amènes dans un autre contexte. Et ça crée beaucoup de questionnements. C'est difficile. Qu'est-ce qu'une performance? Et ça aussi. Attends. Fait qu'il y avait tout ça, mais donc j'ai joué en live avec mon laptop. Est-ce que c'est intéressant de regarder un gars qui joue du laptop? Non. Mais à l'époque, c'était correct. Je me souviens, on remplissait la Sala Rossa à 300 personnes pour jouer de la musique ambiante électronique expérimentale. Ah ouais. On peut pas faire ça aujourd'hui. Non, il n'y a plus ça dans l'air du temps. Mais à ce moment-là, il y avait ça dans ce temps-là aussi. Là, on pourrait le faire avec du jazz expérimental scène londonienne. Ça, oui. Mais c'est vrai qu'électronique, il y a une couple d'affaires. Mais il y a des momentum dans chaque courbe musicale. Puis c'est correct. Je regrette pas. Mais je veux juste dire, il y avait quelque chose à cette époque-là. Il y avait comme un push d'énergie. Ouais. Puis les gens étaient game aussi d'expérimenter quelque chose de différent. Ils étaient game d'expérimenter, les gens étaient game d'écouter, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis le DJing est arrivé bien plus tard. C'est ça.
Bien plus tard. Par après. Et le DJing, pour moi, c'est juste, on pourrait dire, l'aspect de la performance. OK. C'est pas... Peux-tu expliquer pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est Parce que là, c'est la même façon qu'un chansonnier ou un chanteur va en spectacle jouer son show live devant du monde. Ben moi, en DJ, c'est la meilleure façon pour exprimer ce que j'ai à exprimer. OK. Mais quand j'ai commencé à composer de la musique, j'avais aucun respect pour les DJ. Ah non, hein? Vraiment pas. Ça te gossait? J'avais une émission de radio, donc Branché Monde, à CISM pendant 5 ans, et je me faisais un devoir d'inviter que des gens qui composaient de la musique. OK. Pas les DJ. Pas les DJ. Non. Mais qu'est-ce qui te dérange? Moi, ben, c'est peut-être plus... La question est peut-être inversée, c'est qu'est-ce qui m'intéressait plus avec les gens qui composaient de la musique? J'avais l'impression qu'ils partageaient davantage un point de vue de créateur, et c'est ce qui m'a toujours intéressé. Ouais, je comprends. Ensuite, maintenant, on peut voir que j'ai joué beaucoup en DJ. Ouais. Alors, pourquoi? Ben, faut vivre aussi. Faut En fait, c'est que j'ai saisi la subtilité de ce que c'est. Et l'aspect performance ne se juge pas de la même façon qu'un band qui joue pendant 1 heure. Mm-hmm. Si tu vois un DJ qui joue pendant 5 heures de temps, tu peux comprendre sa performance. Oui. Un DJ, c'est comme... le parallèle le plus proche que je peux faire, c'est comme un orateur devant une grande foule. Comment tu modules, comment tu contrôles l'énergie, comment tu changes de rythme. Comment tu feels les gens. Comment tu réponds à eux. C'est une danse. Puis faut que tu réfléchisses quand même assez vite. Oui, exactement. Beaucoup de décisions. Malheureusement, il y a beaucoup de DJ maintenant qui préparent d'avance tous leurs sets. Ah, vraiment? Oui, énormément. Il y en a beaucoup même qui jouent des sets, préenregistrés. Arrête. Oh, oui, ça se passe même à l'UFest. Ah, c'est décevant, ça. Ouais. Parce que... Il appuie sur play un coup, puis ça part. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils fake? Ouais, il fake. Non. Ben oui. Écoute, moi, je suis... Là, t'es comme totalement naïf. Je suis tout à fait naïf là-dedans. Moi, je les vois travailler. Je fais, OK, il travaille fort. OK, là, il y a Philly qui se passe ça, le mood, nanana. Il y en a qui arrivent avec du préenregistré au complet. Oui. Ouais. Et c'est pas... c'est, mettons, hors contrôle des événements. C'est pas l'événement qui a le contrôle de ça. Ils sont devant des faits accomplis, si on veut. Uh-huh. Tu sais. Et bon, moi, c'est clairement donc pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de communiquer avec les gens. Mm-hmm. Donc, je veux sentir qu'il y a quelque chose et je veux réagir à ça. Et ma philosophie en tant que DJ, c'est de deviner ce que les gens savent pas qu'ils veulent. Ouais. Ça, c'est le fun. Il faut que j'ai devance. Ouais, ça, c'est le fun. OK? Puis là-dedans, tu peux donner des bonbons. C'est utile, les bonbons? Ouais. Dans une toune, on appelle ça un gimmick. Un gimmick. Ah ouais. C'est un bonbon dans une toune. Tu mets des gimmicks, c'est des bonbons, tu sais. Ah ouais. Tu utilises ça à bon escient. Puis là, ben, tu manœuvres avec ça. Puis tu vois où est-ce que tu peux aller, comment tu peux aller. Tu peux jouer dans le même espace 2 soirs de suite. L'énergie va être complètement différente. Non, c'est clair. Fait que là, donc, cet aspect-là un peu psychologique, tranquillement, je l'ai découvert. Et c'est ce qui m'attire. Et je pense c'est une de mes forces, honnêtement. Mais tu peux pas le voir si t'es là pendant 30 minutes. Non, faut que tu fasses la soirée. Tu files le truc. Ah ouais, je comprends. Puis il faut que tu comprennes. Puis moi, il y a des gens qui me suivent depuis 20 ans. Ouais, il y a des gens qui, cette année, m'ont déjà vu 10 fois en DJ. Man. Des fidèles. Des fidèles. Puis ça, on part-tu de la soirée que tu fais? Peu importe les événements que je joue. Okay. Je veux dire. Et des fois, ils peuvent me voir 2 fois dans la même fin de semaine. C'est cool. Et je les connais, je les remarque. Mais tu sais qu'est-ce que ça fait? Ça met encore plus de pression sur moi-même. Ben oui. Parce qu'ils m'ont vu la veille. Ben, tu dis, ben là, mais ouais, ça, il y a ça. Hein. Puis là, il faut que tu essaies de... Je peux pas faire la même chose. Tu peux pas te répéter. Pas la même chose, mais là, j'en ai encore plus conscience. Ben ouais. Il y avait une fois, dans une soirée, j'ai joué 3 gigs. Puis il y a un gars qui était là à mes 3 gigs. J'ai joué, je sais pas moi combien d'heures de musique, mettons ce soir-là, 6 ou 7 heures de musique. Et juste une chanson que j'ai répétée 2 fois. C'est bon, ça. Il faut que tu aies du matos, faut que tu sois solide. Tu aies du matériel prêt, puis à réagir vite. Exactement. T'as-tu déjà eu une soirée chaotique? On a tous des soirées chaotiques. OK. Ouais.
Des trucs là, que tu fais, tu n'as pas vu ça venir. Tu sais, tu commences à faire, ou justement, tu essaies de contrôler ça. Oui, c'est pas grave de perdre son dance floor dans une soirée. C'est une bonne phrase, ça. C'est une bonne phrase. C'est pas grave de perdre son dance floor dans une soirée. Ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Puis tu sais pas nécessairement pourquoi, tu sais pas qui est là. C'est un gros groupe, ils se mettent à parler, puis là, tu sais pas. Tu peux le perdre pour des raisons que tu ignores. C'est plus difficile maintenant de contrôler le dance floor depuis que les gens fument plus à l'intérieur. Vrai, c'est vrai. C'est vrai, toi, t'as eu ça. Mais même, tu l'as pas eu longtemps quand même. C'était quoi, 2005, 2006? Ouais, c'est ça. Donc tu l'as eu un petit peu... Mais après, tu comprenais pas les mouvements de foule. Mais en fait, les gens sont dehors en train de fumer. Et jaser. Puis il y a une, deux cigarettes, exactement. 3 parfois. Puis mais c'est sûr que si les gens fumaient encore aujourd'hui, je serais pas DJ. Ouais. C'est clair. Ça n'avait pas de bon sens à cette époque-là. Quand on y repense, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure. Des fois, dans un party, il y a 2 cigarettes qui sont fumées dans le salon, puis je suis comme... Oh my God. Puis comment on vivait? Puis avec tes vêtements, après tes sets, ça devait être écœurant. Écœurant. Mais donc, donc tout ça, ce contrôle de foule-là. Puis donc, des fois, ça arrive que tu perds ton dance floor, mais c'est comment tu le récupères, comment tu rebâtis. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Puis des fois, tu peux même être un peu kamikaze, puis le perdre un petit peu par exprès. Oui. Pour rebâtir. Oui, des fois, tu sais, OK. Du calme, on va se relaxer un moment, puis après, tu donnes une wave. Là. Ouais, puis des fois, tu sais, sur une gig de 2 heures, ça m'était arrivé, je cherche pendant 1h15. Ah ouais, OK. Ah non, ça marche pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi ce crowd-là? Non. Puis là, tu cherches, tu travailles, tu sais, t'es tout le temps on the edge. Mais c'est ça. À un moment donné, tu vois une brèche. Ouais. Puis tu fais Ouais. All right. Je sais quoi faire. Puis comme tu dis, c'est quoi cette crowd-là? Quand tu es installé, tu vois l'événement. C'est quoi les indices? C'est l'âge, même les vêtements. Par les vêtements, tu sais un peu. C'est les mouvements, c'est l'intérêt. C'est très subtil. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects que tu peux aller chercher de l'information. Ah ben oui, mais moi, tu sais, je me souviens, je jouais dans des lounges au début, avant de faire danser les gens, puis des fois, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis là, je voyais un couple, puis là, je me disais, je vais essayer en 3 tunes qui se French. OK. Tu te donnais ça comme défi. J'adore ça! Donc, quand il se French, yes! Ouais. Une petite victoire, là. Oui. J'adore ça. Fait que tu sais, mais ça paraît pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le travail psychologique de la chose. Puis c'est après aussi, tout le temps aussi, pour moi, un esprit de découverte. Mm-hmm. J'avais des grosses discussions aussi récemment, puis je pense que l'attachement qu'on peut créer en DJ avec les gens, c'est pas nécessairement quand on joue les gros hits. Mm. C'est quand on joue des choses qu'ils découvrent avec nous. Et ils vont, pour leur vie, l'associer à nous. Ouais. Mais s'ils connaissent déjà, c'est comme un hamburger. Ouais. Ils vont le savoir déjà, ouais. C'est le fun, c'est bon. Oh, exact. C'est cool. Mais est-ce que ça reste comme une impression indélébile? Non. Non. Mais j'ai des gens qui reviennent vers moi puis ils font « Hey, t'as joué telle tune. » Ça, c'était ça que je cherchais. J'ai une très bonne anecdote par rapport à ça. OK, vas-y. Et ça touche Soft Power. OK. L'album. Puis ça touche ma chanson Café con leche, qui est le plus gros hit de cet album-là. C'est une collaboration que j'ai faite avec Flavia Coelho. Donc, l'album est sorti en juin 2020. Mm-hmm. Je l'ai terminé en novembre 2019. Avant ça, en août 2019, je joue dans l'esti de grosse pyramide LED de Guy Laliberté dans le Vieux-Port. Oui. J'ai un souvenir de ça. Ça, j'ai le droit de dire ça. Oui, j'ai le droit de dire mon opinion. Oui, t'as le droit de dire ce que tu veux ici. C'est ça. Même si on signe des NDA, des Non-Disclosure Agreements, j'ai le droit de donner mon opinion sur le look de la pyramide. C'est correct. Mais c'était quand même un bon contexte c'est une grande salle pour jouer de la musique. Et moi, ce que j'aime faire, en fait, plus la gig est grosse, plus je prends de risques. OK. Pourquoi? C'est une question de pourcentage. Si tu as 2000 personnes devant toi,
puis tu joues des chansons qui réagissent juste à 40%, t'as quand même 400 personnes qui réagissent bien. Ouais, c'est vrai. Si t'as 10 personnes devant toi, puis il y a juste 4 personnes sur 10 qui réagissent, tu te sens tout seul. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon, ça. OK. Je comprends le gamble ici. J'aime ça. Fait que vers la fin de la gig, je décide de jouer des chansons qui sont pas sorties de mon album. Ah, c'est bon. Pour les entendre, pour voir. La même façon qu'un band live, hey, la gig est bonne, à son, on fait un rappel avec la gang, hey, on teste une nouvelle chanson. Même Super. philosophie. Ouais. Puis là, j'en joue, je me souviens, Samito était là, puis Samito, il chantait sur une des chansons, puis il m'avait aidé sur d'autres chansons aussi un peu. Parce que j'ai beau être autodidacte, des fois, j'ai besoin d'un docteur de la mélodie pour solutionner quoi que ce soit. Personne n'est capable de tout faire. Mm-hmm. Je suis d'accord. Et là, c'est des chansons qu'on avait écoutées chez moi, j'avais solutionné, tu sais, puis ils les trouvaient bonnes. Mais là, quand ils ont entendu là, je me souviens de donner des claques. Il dit « Ah! C'est ça! T'as fait ça! » Là, il capotait puis sa de vie. l'entendre en contexte. Ils entendaient en contexte. C'était pas tant des chansons de DJ, mais là, elles prenaient vie autre que dans mon petit sous-sol. Mais ça. Puis là, c'est amplifié. Mais ça doit être le moment que c'est buzzant. C'est buzzant, c'était le fun. Puis là, j'ai vu son excitation sur des chansons que lui connaissait déjà. Mm-hmm. Mais il n'avait pas calculé que ça faisait cet effet-là. Non, puis c'est ça, puis ça devait être Ça l'a encore... surpris. C'est ça, j'allais dire, ça devait le surprendre en maudit, là. C'est ça. Moi, j'espérais que ça fasse cet effet-là. Ben mais oui. ça serait trop de dire que je savais que ça ferait cet effet-là. Mais non, c'est sûr. J'espérais. Ben oui. T'sais? Donc ça, c'est août 2019. 6 mois plus tard. Janvier 2020. Je fais... Ouais, c'est avant la pandémie. Donc, Juste je avant. fais une gig. Puis je finis, il est 3 heures du matin. Puis il y a un gars qui est régulier à mes gigs vient me voir. Je me souviens de son nom, Micro. Puis là, il dit « Hey, Ghislain, je t'ai vu jouer dans la pyramide. T'as joué une chanson vers la fin. T'as joué une chanson, ça parle de chocolat. » J'ai essayé de la chasamer, pas capable de la trouver. Ça fait 6 mois que je la cherche. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool, par contre. Ça, c'est le fun. Puis là, sur le coup, je sais pas de quoi il parle. Puis là, Ah c'est ouais. comme, là, je cherche dans T'es comme mon catalogue. chocolat, j'ai une toune, c'est Chocoladi, c'est tout ça. J'ai fait entendre, parce qu'il passait 3 heures du matin, j'ai fini la gig. Fait que j'ai fait entendre, non, c'est pas ça. Puis il m'en reparle. Puis je fais, Café con leche. J'ai fait entendre. Et là, c'est ça. il capote. Il y avait son ami qui était encore au bar. Il dit, viens ici, j'ai trouvé la chanson. Ça faisait 6 mois qu'il cherchait une chanson dont il n'avait pas l'enregistrement. Mais ça, c'est Mais il parfait. se souvenait de ce moment-là. Tu te souviens-tu dans la vie de toi d'avoir vécu ça? D'avoir chassé Oui. des chansons que tu n'arrivais pas à trouver? Non, ben, j'ai 2-3 moments marquants, mais il y en a un, c'est, que je me souviens très bien, c'est au cabaret du Musée Juste pour Rire. C'était à l'entracte de Prefuse 73 et le Soundman a joué Dizzy Rascal. Tu vois, je m'en souviens très bien. OK. Puis j'ai fait « What the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ce genre de musique-là. Je sais pas si j'aime ça. Je sais pas si j'aime pas ça. Mais je sais juste que j'ai jamais entendu de la musique de même. » Ah, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Fait que j'avais besoin d'en savoir plus, de me situer par rapport à ça. Et se situer, personnellement, je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'il y a dans l'industrie de la musique des créateurs au Québec. De se situer? Ouais, de se comparer et de se situer par rapport à ce qui existe déjà dans la musique et ce qui se fait actuellement. Donc, la comparaison, puis comprendre les dynamiques musicales mondiales et dans quoi on s'insère et dans quoi on peut interagir au niveau de la conversation musicale mondiale. Mais quand tu dis, mettons, se situer, c'est... Dans ton cas, c'est comme tu l'as bien dit. J'ai besoin de savoir que ça existe. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que c'est. J'ai besoin de savoir, est-ce que moi, je vais dans cette direction-là? Est-ce que je suis en opposition? C'est quoi ça? Ça, c'est clairement un moment X. Ouais. Et donc, j'ai besoin de me situer par rapport à ça. Situer, puis c'est aussi un œil critique un peu, peut-être? Ben, c'est que moi, toute ma musique est basée sur, on pourrait dire, mon point de vue. Mm-hmm. OK? Ouais. J'ai pas des chops de musicien, comme on pourrait dire. Non. Mais, comme tu disais tantôt, un point de vue, c'est que
ton regard, il est centré. Il est centré parce que tu sais où est-ce que tu te diriges avec. Ça, Exactement. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je suis persuadé que presque tout le monde est capable de faire de la bonne musique. OK. Le problème, c'est l'encadrement. Ouais. Et c'est de percevoir quelles sont les vraies bonnes idées porteuses versus des idées très génériques et normales. Ouais. Et donc, de plus en plus, j'ai travaillé avec des musiciens. Puis donc, on fait des affaires. Puis je fais, hé, ça! Ça, j'aime ça. Là, il dit, quoi? Mais non, ça, c'est rien. Je fais, non. Refais-le. Ça, c'est pas rien. Refais-le de même. Refais-le. On l'enregistre, on le garde, on l'explore un peu plus, mais ça, on va faire du millage avec ça. Mais il l'a fait, mais il l'avait pas entendu, il l'a pas vu, il l'a pas pris de la même façon. Il l'a pas vu. Tu sais, de la même façon que on peut entendre des fois un démo mal joué, puis on fait, hey, il se passe de quoi? Ouais. Le reste, c'est juste du travail. On est lundi, matin, tu te lèves, Ouais. tu vas porter ta fille à l'école, ou je sais pas trop, à la garderie, peu importe. Tu arrives chez vous, tu te fais le café, tu ouvres le laptop, puis là, c'est l'heure de créer. Ouais. Par où tu commences? Comment part une idée? Comment part une inspiration? Comment part une structure de chanson? OK. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps de création. OK. Là, j'ai dit que c'est le matin, c'est peut-être pas là. Non, c'est le matin pour moi, mais le temps de création dans ma vie de musicien, c'est peut-être 10 ou 15% gros maximum. OK. Mais je voulais juste mettre ça en contexte. Oh, ouais, c'est bon. Tu sais. Ça se passe, c'est toujours de la magie. OK. Faire de la musique. Il y a comme pas... Il n'y a pas de point de départ réel. OK. Il varie, le point de départ? Non, le point de départ, il varie pas, mais le moment X où ça peut devenir quelque chose, c'est toujours mystérieux. OK. Donc, le point de départ, c'est juste faire de la musique pour le fun. Tu gosses. Mais toi, c'est... Un beat. C'est ça que je veux dire. Tu commences avec un beat. Je commence avec des sons, j'agence des sons, je gosse. T'écoutes un son, tu vois, je l'aime son là, je le mets de côté. Je le mets là, je le mets avec un autre, je regarde, sans but. Sans but, OK. Je sais des affaires. C'est 30 minutes, mettons. Une petite session. Je donne un nom, bâtard. Ouais, c'est ça, comme ça. Tu le laisses là. Je laisse là. Un moment donné, je reviens, je trouve une autre idée. Un moment donné, il y a quelqu'un qui voudrait quelque chose. Je regarde, je l'accélère, je décélère, je change des sons. Ouais, c'est ça. Puis là, un moment donné, il y a comme, OK, lui, mon guitariste est là, on essaie-tu de rajouter de la guitare là-dessus. Sur tel beat? Mais à la base, avant que tu collabores avec un musicien, ouais. t'as une structure solo qui est déjà faite? Non, c'est des loops. C'est des loops? Que des loops. Non, mais oui, mais ce que je dis, c'est que t'as fait un travail de loop tout seul. Il y a déjà assez d'informations. Pour que les musiciens, après, arrivent avec ça. Pas mélodiquement, mais au niveau du vibe ou du ton. OK. Je comprends. Tu sais. Ouais. Puis des fois, c'est 3 ou 4 sons, hein. C'est pas besoin de beaucoup de choses. Mais ça peut déjà évoquer beaucoup. Ouais, je comprends. Et là, donc, c'est de voir où est-ce qu'on peut se projeter avec ça. Et c'est la même chose quand je travaille avec des chanteurs et des chanteuses. C'est de juste trouver des idées mélodiques, puis de voir comment on peut le développer. Puis moi, j'encadre le plus possible ça. OK. T'sais. Donc, c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de recherche. Et c'est pour ça que quand c'est important de se situer, de comprendre les codes qu'on touche, de quelle façon on les touche, dans quoi on interagit. Moi, j'ai développé ça et j'écoute énormément de musique. Énormément de musique. Ça, c'est aussi une partie du travail. C'est une énorme partie du travail. Et même si je ne jouais pas en DJ, j'écouterais autant de musique. Parce que des fois, je vais faire quelque chose, puis je fais « Hey, ça répond bien à ça. » Mais ça n'a pas été fait volontairement pour ça. Mais ça répond bien à ça. Donc, je pourrais le mettre en relation avec ça. Sujet sensible, je pense que tu as déjà d'ailleurs, pas sensible, mais sujet qui a été d'une certaine sensibilité pour notre société et qui encore, on en parle beaucoup, c'est cette espèce de vol culturel qui est souvent cité. Bon, moi, en musique classique, on le vit beaucoup, là. Ça, c'est pas... Ouais, en musique classique, je ne sais pas c'est quoi les débats par rapport à ça. Boy, quel exemple je pourrais te donner? Qu'est-ce que la musique classique vole? Exact. Un exemple, il y a un compositeur grec-canadien, un gars qui vient de Grèce, qui a immigré ici, il est canadien. Lui avait écrit
un quatuor à cordes, il y a très longtemps, là, il y a comme 15 ans environ, il est allé il est allé voir des peuples inuits, il est allé passer beaucoup de temps avec eux, tout ça. Il a enregistré des loops, il les a pris, puis nous, on jouait avec un clic, puis il y avait ces loops-là qui apparaissaient par-dessus ce qu'on faisait. Au moment de l'œuvre, ça a été célébré, puis aujourd'hui, cette œuvre-là, elle ne peut plus être jouée. Elle est bannie. Elle est bannie. Même s'il y avait eu un consentement avec les tribus avec qui il a travaillé, c'était comme une affaire... Bon. Ça, c'est en classe. Puis c'est sans compter un paquet d'autres affaires qui existent aussi, de mauvaises citations. Puis c'est un sujet à débat immense aussi d'essayer de mettre de l'avant, plus des artisans de différentes races, aussi plus de femmes, tout ça. Puis c'est déjà, écoute, il y a une immense amélioration dans ce milieu-là. Dans ton cas, je sais que tu collabores avec des gens de différents pays, de différentes cultures. Est-ce que c'est une problématique, tout ça? Oui, ben qui a déjà été cité, je sais, qui a déjà été dite, mais aujourd'hui, est-ce que ça s'est calmé un peu? Calmé, non. Je pense que ça reste d'actualité. Je pense que peu importe ce qu'on fait, les choses doivent être faites en connaissance de cause et respectueusement. Et quand tu me parles de tout ça, tu sais, j'ai un exemple vraiment drôle. Il y a un livre qui a été écrit par... c'est quoi son nom? Jack something, Richardson. C'est à propos des Beatles et des Rolling Stones. Puis du discours de la critique rock. De l'époque. Quand ça sortait. Hein. Qui a rendu ça très white rock. Qui a évacué toutes les références qu'eux disaient en entrevue. Parce qu'eux disaient, ce qu'on fait, c'est le blues. Ils ont mis des artistes blues avant eux. Puis c'est comme la critique et la presse qui a comme tassé ça. Puis je trouvais ça super intéressant. Eux se sont jamais cachés d'où ça venait. Ils ont mis des artistes à l'avant-plan. Mais après, quand tu... sûrement, il doit faire un lien même avec Elvis dans son livre. Parce que, tu sais, il y en a une gang. Mais tu sais, ces gros noms-là, Elvis, Rolling Stone, The Beatles, ça peut pas être plus blanc-neige que ça, et pas dans le son, tu sais. Non, c'est ça. Mais donc, il disait que là, il y avait eu comme une sorte de dérive au niveau de la presse. Donc, c'était plus fort qu'eux, en fait. Même si eux donnaient constamment les props. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça c'est fascinant, le discours, ça. Exactement. Ah oui. Fait que bon, après, on peut se questionner, est-ce que c'était bon ou pas bon, la façon qu'ils l'ont fait, mais eux donnaient quand même les références d'où ça venait. Puis ils essaient de mettre des artistes en première partie qui étaient leurs inspirations. Quand même. Donc, tu sais, ils ont fait quand même un bout de chemin, tu sais. Puis donc, je pense que la notion de respect, la notion de faire les choses dans le bon ordre et aussi légalement. Tu sais. Puis moi, je l'ai vécu aussi dans l'autre sens. On a déjà pris mes idées sans me créditer. OK. Ouais. Ça, c'est arrivé. Ouais, Locolocas. OK. Ouais. Ils ont pris des idées, mais... à moi. Donc, ils ont pris ma voix, puis une phrase à moi, puis on a fait des chansons à succès. Puis sans demande... Sans me le demander. Comme ça. Exact. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu leur as parlé? Je leur ai écrit une bonne lettre. Puis ils t'ont répondu? Oui. OK. Et ils se sont sentis mal. OK. Et leur point à l'époque, c'est qu'ils disaient qu'ils me rendaient hommage. Oh. T'avais-tu ça de même? Non. Je dis on rend hommage à ceux qui sont plus gros que nous. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Si personne voit la référence, c'est pas un hommage. C'est un vol d'idées. Exact. Ouais, je comprends. Oui, mais c'est intéressant ton affaire d'hommage. J'avais jamais pensé à ça. Un hommage, c'est quand c'est plus gros que nous. C'est pas con. C'est vrai, parce qu'après, sinon, ça passe dans... Non, c'est ça. Fait qu'il y a une chanson dans laquelle Locolocas... je suis très à l'aise d'y recroiser parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais puis ça va, tu sais. Oui. Mais c'était à une époque où j'étais pas connu. C'est genre 2004. Ouais, mais là, c'est ça. OK. Voilà. Et donc, moi, me faire ça, tu sais, eux, j'avais dit, je fais des beats dans ma maison. T'entends ça dans une de leurs chansons. C'est sur l'album Gros Grave. OK. Puis une autre de leurs chansons, ça dit Bounce le gros. Okay. C'est mon expression. C'est ça. Et ça m'a forcé ensuite à faire mon party pour me réapproprier mon expression. Shit, OK. Wow. OK. Quand même. Mais c'est un moment X dans mon parcours musical.
Oui, puis c'est pas anodin, là. C'est pas anodin, OK? Et eux sont très gros à ce moment-là. Ah oui, je m'en rappelle encore. Hein. OK? Et donc, je leur ai écrit une longue lettre. Je pense que je l'avais envoyée à Shafik. J'étais plus proche de Shafik, mon canal de communication directe, entre beatmakers. C'est ça. Puis bon, Shafik est venu faire amende honorable, il est venu s'excuser, tout ça. Puis après, ils ont fait quelque chose que c'est pas un truc que j'avais demandé, tout ça, mais à chaque fois qu'ils ont joué ces chansons-là, ils ont dit mon nom en concert. Mais je trouve ça correct. Moi. C'était une façon de rattraper le truc. Mais moi, je trouve ça très correct. Ouais, donc, il y a des gens qui disent « Hey, man, j'ai vu le show de Loco Locas là-bas. » Puis, hey, ils ont droppé ton nom. Ils ont droppé ton nom. Mais tu sais, tout se parle, hein. Tout se parle, mais on s'entend que quand tu es un petit artiste, c'est délicat. Fait que, après, bon, tu sais, ils ont bien récupéré la situation et je les remercie de ça, tu sais. Mais moi, si j'avais pas parlé, ça n'aurait pas existé. Donc... Puis ça a sûrement été de service pour eux aussi. Pour après des autres trucs qu'ils ont fait, puis des choix, puis après se dire, wow, est-ce qu'on... Peut-être. Il faudrait leur poser la question. Emprunter ou pas. Ça. Moi, je connais mon histoire par rapport à ça. C'est ça. Donc, où je veux en venir, c'est-à-dire que il faut que ça soit fait dans le respect, puis dans une, on pourrait dire, réelle compréhension dans quoi on s'inscrit. Puis... après, bon, de la bonne musique, il y en a, de la mauvaise musique, il y en a aussi. Mais je pense qu'il faut... il y a aussi une façon d'en parler. Il y a une façon de le communiquer. Il y a des fois des positions qu'on prend qui ne sont peut-être pas la bonne position pour en parler. Ou nécessaire. Ou nécessaire, tu sais. Donc, c'est très délicat, mais puis de toute façon, dans le milieu de la musique même, par rapport à des gens, disons, égaux en termes de position, il y a déjà beaucoup de chamaillage. Ah, ça, c'est certain. T'sais? Donc, c'est très difficile. Trouves-tu qu'il y a beaucoup de chamaillage dans ton milieu de travail avec les autres artistes qui font un peu les mêmes choses que toi? Est-ce que tu considères que dans ce milieu... composition électronique, c'est un beau milieu de travail? Je ne considère pas l'industrie de la musique comme étant un beau milieu de travail. OK. Point. Musique générale. Musique générale. Toutes villes et pays confondus. Ouais. C'est tous les mêmes problèmes. Ouais. Et c'est... Les personnes dans l'industrie de la musique qui sont, disons, les plus... je veux dire, entre guillemets, confortables, ce ne sont pas les créateurs. C'est ça. C'est, les créateurs sont, comment on dit ça, juste des assets qui peuvent changer facilement. Bon, puis écoute, moi j'ai dans la vie une fascination, une façon d'avoir toute mon attention, c'est toutes les espèces d'histoires, surtout en hip-hop, de deals de gens qui se sont fait avoir, là. Ça à chaque fois, ça me... Mais il y en a des tonnes. Mais puis dans toutes les milieux de musique, là, même au Québec, il y en a plein. Au Québec, Corneille. Ah, je connais pas l'histoire de Corneille. Fiori, quand il est revenu. Fiori, ça, je connais l'histoire, là. Ouais. T'sais? Ça, c'était pas pire, ça. Ça, c'est ça. Puis il continue de travailler avec la même personne. Ouais, mais ça aussi, faut faire. Écoute, mais toutes ces espèces d'histoires de crapules qui ont... Crapule, c'est un bon mot, je l'aime. Mais qui ont profité des artistes à chaque fois, j'en reviens jamais à chaque fois. Ça me fascine. Ça. Mais des fois, ce qui est le pire, c'est que moi, j'ai déjà lu des contrats d'artistes où ils se font clairement fourrer et je leur dis... Ne signe pas. Ne signe pas ça, je fais changer ça et je signerai même pas avec cette personne-là parce qu'elle a tenté de faire ça avec toi. OK? Ah ouais. Moi, j'aurais pas confiance dans cette personne-là parce que c'est trop gros. Puis après, on me dit « Ah non, mais je veux vraiment que ça marche mon affaire tout de suite. » Au lieu d'être patient puis de faire « Attends, tu vas trouver quelque chose de mieux, tout ça. » Puis je comprends, mais en fait, je comprends aussi ce point de vue-là. Hein. C'est stressant. Mais enfin, tu as quelqu'un qui a de l'attention pour toi. Tu es comme « Ah, j'ai un deal. » Finalement, le deal est pas super. Mais tu dis que c'est peut-être ça que tu as de mieux. Puis là... Ouais, c'est ça. Il faut avoir confiance. Il faut être solide. Puis c'est sûr que quand on est plus jeune, on est beaucoup plus vulnérable. Absolument.
Est-ce que tu considères que ça s'est bien passé? Ça se passe bien pour toi? Relativement bien. OK. Et quand j'ai eu à être fourré, je savais de quelle façon me fourrer. OK. Et ça a été une décision consciente de ma part. OK. Au moins, il y a ça. Je savais que c'était pas legit, je savais que c'était un problème. Mais l'argent que je perdais à ce moment-là, que je jamais su c'était quoi exactement, c'était pas significatif. Assez significatif pour que ça vaille la peine d'arrêter la sortie de cet album-là. OK. Qui était... Tout le reste était bien synchronisé. J'ai dit, je vais dealer avec ça après. OK. Puis, si j'ai perdu 3000 $ là ou 5000 $ à cette époque-là, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Comme toi. Mais tu savais où est-ce que tu t'en allais. Il y a ça aussi. Je savais, c'est ça. À long terme, c'est pas très grave. C'est ça. C'est beaucoup d'argent quand t'es jeune. Absolument. Sauf que t'as fait un beau calcul. T'as pris une shot. T'as fait un petit gamble là-dessus. Mais ça j'ai gamblé. Mais la musique, c'est juste ça. C'est du gamble. Quand même. Pour bien des affaires. C'est juste du gamble. J'ai toujours pensé que je pourrais être facilement un addict au casino. Parce que je fais des gambles de 2-3 ans sur la musique. Mm-hmm. T'as-tu déjà mis un pied dans un casino? Non, jamais de ma vie. Moi non plus, je refuse. C'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que la première machine que je me scène, je vais aimer ça. Moi, je me connais, là. Je me connais, puis ma blonde essaie, tu me mets jamais un pied là. Mais c'est parce que la musique, c'est un gamble. Là, tu fais une tune. Hey, faut que tu y crois. Mais tu fais une tune, puis le moment que tu vas peut-être rembourser ta tune, c'est 2 ans plus tard. Non. C'est un gros gamble. Mais toi, comment ça marche, en fait, dans ce milieu-là? Est-ce que toi, tu fais des demandes de bourse pour faire des recherches? Non, il y a zéro. Il y a nada là-dedans. C'est ça, hein? Les seules fois que j'ai demandé, on me l'a jamais donné. OK. J'ai trouvé que c'était une perte de temps. Donc, t'as tes sous pour t'autoproduire. Je m'autofinance. Tu t'autofinances. Ouais. J'attends après personne. T'attends après personne. Mais, très important. Ma question la plus importante, c'est que maintenant que les ventes de disques sont assez basses, comment tu récupères? Il y a plein de façons. OK. Mais je connais pas. C'est-tu par des radicirus? En partant, non. Ça, c'est fini? Non, c'est pas fini encore, mais c'est pas... J'interagis pas trop avec les chansons en français. Ah, OK. Non, mais donc, toi, c'est pas... Tout le monde n'arrête pas de créer. Alors, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un auteur. Oui. Je suis un compositeur. Oui. Je suis un interprète. T'es tout ça. Je suis un producteur. Oui. Il y a des droits pour toutes ces catégories. OK, c'est ça. Donc, quand ça joue, les cases sont cochées. Les cases sont cochées. Après, selon les pourcentages, si je crée avec d'autres gens... Oui, là, après ça, c'est une autre chose. Oui, exact. Il y a les streams qui rapportent quand même de l'argent. Oui, quand même. C'est ça, je me demandais. Tu sais, pourquoi je te questionne? C'est parce que moi, je suis interprète. Mais moi, je reçois pas d'argent. Tu comprends? Oui. C'est comme tout... mais est-ce que tu es inscrit chez Artisty? Oui, mais... Es-tu inscrit chez Song Exchange? Ça, je sais pas c'est quoi. OK. Faut que tu me fasses un petit cours tout à l'heure. Song Exchange. Song Exchange. OK. Ouais. C'est les gens qui touchent beaucoup d'argent au Québec via Sirius, c'est à cause de Song Exchange. Ah, OK, je vois. OK, parfait. Mais tout ça pour dire que quand même, moi, j'enregistre de la musique qui est écoutée, mais pas tant. Là, je suis conscient aussi de ce que je fais comme musique, mais dans ton cas, comme tu dis, dans ton gamble, c'est que tu travailles fort, tu t'autoproduis pour ça, tu le sors. Ouais. Et là, tu souhaites que ça soit écouté. Là. Ouais, puis moi, maintenant, tu sais, avec... là, c'est le 12e album s'en vient cet automne. Avec 12 albums, je suis comme un label. J'ai un back catalogue. Ouais, c'est vrai. Le tien, il est à toi, il t'appartient. Il est à moi. Puis, il est tout à toi? J'ai 3, ouais. OK. Et sauf le dernier album, il reste encore 4 ans au deal pour le reste du monde, sauf le Canada. OK. Fait que j'ai mes droits, mes bandes maîtresses. Tu les as? Hey, mais ça, c'est personne à ça, là. Personne à ça, là, aujourd'hui. Ça. Exact. Personne, puis c'est une erreur, mais... ouais. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que je comprends assez bien... Lève-toi de bonne heure si tu veux me fourrer maintenant. Ouais. Non, tu connais l'industrie. Tu sais comment ça marche. Tu sais, je sais pas tout, ça change continuellement, mais je suis assez streetwise par rapport à ça. Puis je comprends le langage.
Ouais. J'ai été sur le CA d'Artisty pendant 6 ou 7 ans. OK. Tu sais comment ça marche. Je sais vraiment comment ça marche. C'est pas du charabia qui m'intimide. Excellent. J'aime ça. C'est rare que des musiciens vont dire ça. J'adore ça. Non, mais moi, j'étais sur une table ronde la semaine dernière sur l'intelligence artificielle et la découvrabilité. Il y avait 10 personnes. Je suis le seul artiste. Ça te fait-tu capoter, ça? Oui, mais c'est un long sujet, mais c'est juste pour te dire. C'est juste pour dire que je m'intéresse à ça, je lis là-dessus. Et ça revient à mon point de se situer, de comprendre. Et je dis pas que tous les artistes doivent avoir la même compréhension que moi, mais je dis que tu dois quand même avoir les grandes lignes. Oh oui, les grandes lignes, puis être capable de... On peut-tu parler du 12e album qui s'en vient? Oui, bien sûr. Quiet Revolution. Oui. Qui s'en vient en octobre, c'est ça, je pense? Oui, en octobre. Je suis en train de déterminer la date de sortie exacte. OK. Ça va être mi-octobre. J'hésite en 2 semaines. Il y a un premier single qui est disponible depuis juin 2024 et il y en a un qui s'en vient bientôt avec mon ami GG, Jérôme Minière, qui est là-dessus. Ouais. Je sais pas que vous avez... C'est une première fois que vous collaborez? Oui. Nice. Il est fantastique, ce gars. Oui, puis écoute, je suis en train de remplir... En fait, je suis venu ici pour faire le podcast. Je suis en train de remplir les données pour l'envoyer au distributeur. OK, Donc, cool. la sortie, ça va être le 23 août. Je viens de le déterminer. Puis Jérôme et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, tu sais, des fois, tu croises du monde, puis tu sens que t'as comme des atomes crochus. Ouais. Puis pour moi, Jérôme, c'est comme peut-être le plus électronique des gens qui font de la chanson au Québec. Absolument. Pas assez reconnu, selon moi. Vraiment pas. Alors, moi, j'ai fait un album avec lui qu'on a créé. Écoute, c'est terrible ce que je m'apprête à faire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je perds un peu la route, je vais te le dire dans un instant, mais ça avait été tellement... c'est pas grave. OK, t'as fait un album avec lui. Ouais, puis c'était intéressant parce qu'au début, on est allé dans acoustique, là, vraiment. Puis, tu sais, on est rentré en studio, c'était super cool, on enregistre qu'est-ce qu'on a répété, tu sais. Puis, là, j'ai dit, ça va-tu là-bas? Il dit, pas tout à fait. Non, il dit, il dit, on va mixer ça, après, je vais aller chez nous, puis je vais rajouter des petits trucs à ma façon, tu sais. Puis ça donne un album qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun, puis je suis bien niaiseux, une île. Puis là-dessus, je joue du violon, de la mandoline, plein d'affaires comme ça, puis c'est un petit peu de keyboard, tout ça, puis on était 1, 2, 3, 4, 5. On était un quintet. On a fait quelques fois le show, mais pas tant. Mais c'est un artiste extraordinaire, tu sais, Jérôme. Définitivement. Puis on s'est beaucoup parlé au fil des années. On s'est souvent croisés à l'épicerie. C'est aussi bête que ça. C'est dans le même quartier, là. Ish. Puis je me souviens on s'est parlé quand il a décidé de faire des choses plus en indépendant. Ouais. Il m'a demandé des... il s'était retiré du label, puis là, il avait décidé de faire ses trucs. Puis donc, il me demandait comment ça marchait, c'était quoi le truc. Fait que là, j'avais beaucoup parlé de ça. Puis, tu sais, ça fait longtemps. Puis là, quand il a fait son dernier album, que je trouve qu'il y a des affaires fantastiques là-dessus, il m'a demandé si je voulais faire un remix. Puis je fais oui, mais non. Moi, je préfère qu'on fasse des nouvelles tunes. Ouais. C'est cool. Je pense que ça va être, tu sais. Puis ça prend du temps, on est rendu des gens plus vieux, occupés. On n'a plus la même flexibilité que quand on avait 25 ans. Ben non, c'est clair. Fait que, mais on a réussi à s'asseoir. Puis il m'est revenu avec quelque chose de super le fun. Il m'est revenu aussi avec des idées musicales en plus. OK. Il m'a envoyé 17 minutes de jam. J'étais comme Jérôme. Je suis pas surpris. Aide-moi! J'adore ça. J'ai découpé là-dedans. Ah ouais, tu t'es amusé, là. T'as fait ça, les paroles. Puis, comme c'est quelqu'un qui a déjà un peu la compréhension de ça, c'est quelqu'un qui était pas du tout offusqué que je prenne pas toutes ses paroles. OK. Ah, mais ça, c'est cool. Que je prenne pas toutes ses idées musicales. C'était plutôt serre-toi. Puis, on en a beaucoup parlé après. Puis, il était comme... Il dit, ça me fait du bien de faire de la musique, puis c'est pas moi qui avais le mot final, c'est pas moi qui prenais les décisions. Il dit, ça m'a vraiment fait du bien. Puis je peux comprendre. C'est ça. Puis je dis, moi, aucun problème. Tu sais, moi, si j'ai de la bonne matière première, tu y vas. Moi, je suis un finisher. Ouais. Moi, je vais le finir, le truc. Moi, je vais me creuser la tête. Tout ça. Puis on a fait de la chanson qui s'appelle Tout doux. Puis... je suis vraiment fier de cette chanson-là. Quand on parlait de fierté,
Ah, j'ai très hâte d'entendre ça. Puis cet album-là, Quiet Revolution, pourquoi ce titre-là, alors qu'en ce moment, on pourrait dire que la société indique plus Loud Revolution. Ouais, intéressant. Mais c'est quoi Quiet Revolution en français? Oh boy, Révolution douce. C'est la révolution tranquille. C'est le terme pour la révolution tranquille en anglais. Ouais. Je suis content que tu l'as pas vu. Ok, ouais. C'est ça. Révolution tranquille. OK. Fait que, un, il y a ça pour nous Québécois. OK, donc, parfait. Ça, c'est un petit nod. Ouais. C'est quoi le nom de l'album avant? Soft Power. Ouais. Là, c'est Quiet Revolution. C'est des titres, je trouve, qui se répondent. Ouais. T'as des chats chez toi? T'aimes ça, les choses douces? Non. Puis, c'est des thèmes politiques, les deux. Soft Power, c'est un thème politique par rapport au Hard Power, qui est la guerre. Soft Power, c'est les entreprises culturelles. Ah, OK, je comprends. Qu'est-ce que la Quiet Revolution? C'est l'émancipation du Québec aussi culturelle et en tant que société. Et Quiet Revolution est vraiment dans le même esprit que Soft Power. Si j'avais pu, j'aurais appelé ça Soft Power Volume 2. Mais non, c'est cool. C'est cool. Avec l'explication que tu me donnes en ce moment, je trouve ça parfait. Là. C'est parfait, là. J'adore ça. Fait que je voulais un titre qui soit évocateur du contenu musical. Je voulais un titre qui soit en lien. T'entends Quiet Revolution, t'écoutes l'album, tu fais oui. Ouais, tu comprends. Tu comprends. Donc, tu sais. Je voulais quelque chose qui essaie de répondre à Soft Power. Ouais. Et en plus, je peux faire un petit nod au Québec en anglais. Je trouve ça encore plus drôle. Oh, ouais, j'avoue. C'est donc parfait. Pour une personne qui habite aux États-Unis, en France, en Allemagne, n'importe où, Quiet Revolution, toutes ces explications-là ne sont pas un frein. Non, oui. À tout. C'est juste j'adore ça. Des niveaux de compréhension que tu peux rajouter puis tu peux creuser. Puis ça fonctionne. Puis je vais même pas. Là, je te l'ai expliqué, mais dans mon dossier de presse, j'explique pas pourquoi Quiet Revolution. Ah, c'est bon, ça. Une exclusivité aujourd'hui. J'adore ça. Je vais l'expliquer en entrevue. Ouais, c'est ça. C'est mais je ne l'explique pas sur papier. Ouais, non, j'aime ça. Non, c'est mieux de même. C'est mieux comme ça. Parce que je crois aussi, ça, c'est une autre de mes philosophies musicales. J'ai développé beaucoup de philosophie musicale ou des principes. Je crois que des chansons, des albums ne doivent pas donner toutes les réponses. Il doit y avoir de la place. Et c'est comme ça que les chansons ou les albums restent. Ouais, il y a une place à l'interprétation, il y a une place à l'auditeur. Ouais. Puis tu sais, c'est le fun des chansons que c'est pas clair, tu sais. Puis après, il n'y a rien de mieux qu'une bonne chanson à débat, là, que tu vas mais ouais, mais il parle de quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? Soit qu'il parle de quoi, mais moi, tu sais, je suis pas tant intéressé par le sens des mots, personnellement. C'est très secondaire pour moi. C'est le sens musical. Ouais, qui est plus important. La respiration qu'il y a par rapport soit au texte ou à la musique, puis quelle place l'auditeur a là-dedans. Il faut qu'il y ait une place. Si on donne d'après moi, si on donne toutes les réponses dans une chanson, cette chanson-là n'a pas une grande durée de vie. Ouais. T'sais, une chanson, c'est de la séduction aussi. T'sais. Moi, c'est pour ça que quand j'ai un film que j'aime beaucoup, il y en a qui sont fans puis qui vont aller regarder les making-of. Je veux rien savoir de cette affaire. Tu veux l'œuvre. Je veux l'œuvre, je veux pas le making-of. Je veux pas regarder ça, ça m'intéresse pas. Non, tu veux l'œuvre. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Non. Il y avait Kubrick, quand il a fait l'Odyssée 2001. Tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? La fin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le message caché? Tout ça, il dit, je vous le dirai pas. C'est pas ça. Puis à un moment donné, il y a les gens continuent à le talonner. Pourquoi la fin comme ça? Puis il dit, écoutez, je peux vous partager, il y a une lettre d'une fille, une jeune fille de 14 ans qui m'avait envoyé son interprétation du film, puis il dit, est à 75% proche. Il dit, je peux vous la donner, lisez-la, mais le reste, je vous donnerai pas toute, je vous donnerai jamais toute. Puis c'est une super bonne lettre que tu peux trouver sur Internet. OK, intéressant. Puis la petite fille a dit, je pense que c'est ça qui se passe. Puis c'est vraiment, c'est quand même... Mais c'est ça, c'est une danse délicate entre... Faut qu'il y ait assez... que le chemin soit clair, mais que tu peux prendre des sentiers en même temps pour bifurquer puis revenir. Non, attends, ça, je suis complètement d'accord. Tantôt, tu parlais de ton époque que tu travaillais au magasin. Oui, à quel moment la musique est devenue le travail à temps plein ou tu as pu justement arrêter de prendre des jobs, des boulots? T'en souviens-tu?
Assez vite, parce qu'en fait, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à voir que j'étais capable de composer de la musique, euh, j'ai pris des grandes décisions par rapport à ma vie. Fait que je faisais une gig de DJ une fois par semaine dans un bar lounge et ça me permettait de vivre. OK. Et ce que j'avais de... Une gig? Ouais. Ah, mais je vivais avec pas beaucoup d'argent, là. Non, certes, mais quand même. J'étais à 2 dans un 3,5 et je vivais dans le salon. OK. Jesus. Ça, c'est dur. Mais c'est un choix radical. Oui, c'est un choix radical, mais c'est que en faisant ça, tu avais, bon, là, j'ai le temps de travailler. Ce qui était le plus précieux pour moi, exactement, c'est le temps. Ah oui. Il n'y a rien de pire qu'avoir un job. Dans ma bulle. Ah oui. Puis c'est pour ça que tu t'es amélioré, tu as travaillé, tu as pris tous tes skills pour ça. Plus tu mets du temps sur la musique de façon rapprochée, plus tu es deep. Puis plus tu n'as pas à dire où est-ce que je t'ai rendu. Non, tu es déjà rendu. Avant que la musique, tu disais, c'était début vingtaine. Mm-hmm. Avant ça, t'as étudié un petit peu, genre cégep, machin, ou pas? Moi, j'ai fait cinéma au cégep, lettres. À l'université, j'ai fait scénarisation 1 an. Après, j'ai étudié en journalisme. Puis j'ai quitté en plein milieu de journalisme à ma 2e année pour faire de la musique. Shit. Donc, t'as un intérêt pour le cinéma? Ouais, mais je me suis rendu compte que là, je suis moins intéressé. Je suis plus intéressé à regarder du basket à la télé, honnêtement. Mm-hmm. Je trouve ça aussi dramatique. C'est le fun de basket. Ouais. Puis tu joues beaucoup en plus. Beaucoup encore. C'est ça. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas fait de projet assez en dehors de l'école. Mm-hmm. Je comprends. Pour monter. Mais tu vois, quand j'étais au cégep, ma QV, il y avait Maxime Giroux. OK. C'était dans ce temps-là. C'est de ce temps. Ferais-tu de la musique à image? J'en ai fait un peu. Un petit peu? Ouais, j'aimerais qu'on m'appelle plus. Ça, t'aimerais ça? Ah, définitivement. L'appel est lancé. Ouais, vraiment. J'ai fait ça pour Boris sans Béatrice, pour Denis Côté. OK. Puis t'avais troupé, là, t'avais aimé ça faire ça. Ouais. J'y avais proposé, en fait. J'avais vu un de ses films, puis je fait, me semble ma musique fitterait là-dedans. Puis, Denis, c'est un métalleux. Mm-hmm. Un gros métalleux. Ah oui. Puis j'avais envoyé ma musique, puis dans ses films, c'est autre chose. Là. Ouais. Puis ça a super bien fité, c'était une belle rencontre. Puis c'était une rencontre de créateur à créateur. Ouais, il y a ça aussi, là. Ce qui est important. T'étais pas de service, là. Non, c'est ça. Je donnais mon avis, après lui, tranche. Mm-hmm. Évidemment. C'est son œuvre. Tout ça. Puis j'ai replacé de la musique, justement, dans un des derniers films de Denis, mais là, c'était de la musique que j'avais déjà composée. OK. Mademoiselle Kenopsia. OK. Qui est sorti genre l'année passée, ou en tout cas qui fait le réseau des festivals. OK. Puis là, je fais de la musique pour... je suis en train de composer toute la musique du prochain show de Sylvain Aimard en danse contemporaine. No way! Ouais. Fait que j'ai fait la chorégraphie d'avant en collaboration avec Martin Tétrault. OK. Ah ouais, travailler avec Martin. J'adore Martin. Ouais, c'est ça. Martin a pris une autre direction, et tout ça. Puis là, je suis en train de faire toute la musique du show de Sylvain Aimard. J'adore ça. La nouvelle création, là, qu'ils sont en train de répéter. Ouais. OK, j'ai des amis qui dansent là-dessus. Là. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est petit. Le monde est petit. OK, le monde est petit. Ils sont 6-7 là, dans ça. Ouais. Exact. Puis c'était des gens qui étaient dans la Rhapsody. Mm-hmm. Là, ça s'appelle Les Champs Magnétiques. Ah oui. Mais Rhapsody, t'avais fait de la musique aussi? Oui. C'est tout moi tout complet avec Martin, c'est ça? Ouais. OK. Lui, j'étais déçu de le manquer, ce show-là. Tout le monde. Il y a une deuxième ronde au printemps. Je sais. Ils sont partis à tourner. J'ai amené ma fille à Laval le voir. J'étais en show. Moi, je voulais tellement aller le voir. Puis tout le monde m'a dit que c'était un bon show. Tout le monde m'a dit que c'était super. Donc, musique de danse, musique à image. J'adore ça parce que j'ai fait de la musique pour le théâtre aussi. Pour 2 pièces que Sophie Cadieux a mises ensemble. Oui, notre amie commune. Est-ce qu'il y a un truc musical que tu souhaites faire, collaboration, qui est sur ton bucket list que tu n'as pas encore fait? Moi, je dis ça souvent parce que des fois, on lance notre chance en discutant. Mais ce que je viens de dire, définitivement, j'aimerais faire plus de musique pour le théâtre et le cinéma. J'aime beaucoup ça, faire de la musique pas pleine. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement d'autres informations qui sont rajoutées. Oui, c'est ça. Donc, c'est saturé. Ça peut pas marcher. C'est un autre style. Exactement. Et ça va encore plus dans le sens que la musique doit pas donner toutes les réponses. Si tu mets trop d'informations, c'est vulgaire. Ah, puis moi, quand j'étais jeune, tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, j'en écoutais la musique de film. Puis, tu sais,
c'est ça, de la musique n'est pas toujours pleine, mais je sais pas, il y avait quelque chose tellement agréable à écouter de la musique de film. Ça complète. C'est comme un team player, la musique de film. Vraiment, vraiment. Tu sais, t'as ton joueur de troisième trio, mais t'as besoin de lui. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Dans l'époque 2000, début 2000, tantôt tu parlais, je pense, de Jimmy Beaulieu. Ouais. La gang de Québec, les raves, tout ça. Tout ça. Moi, je suis jamais allé dans un rave. Ouais. Toi, t'as beaucoup côtoyé je suis sorti d'un rave un été et demi de temps. OK, that's it. Fini. C'est jamais la fête qui m'a intéressé. OK. Non, c'est la musique. Est-ce que physiquement, tu vieillis, évidemment. Ouais. Et ça reste encore le beat de nuit. Ça reste tout ça. Trouves-tu ça plus tough? Ouais, définitivement. Se coucher plus tard. Je suis habitué de me réveiller à 7 h du matin naturellement. Des fois, je me couche à 4 h puis je me réveille à 7. Même si j'ai pas ma fille avec moi. OK, même. C'est juste naturel. Ouais. Tu te réveilles. Fait que ça me fuck bien raide. Je comprends. Ça doit être tough, ça. Mais tu vois, ça fait comme pratiquement 1 an et demi que j'ai pas bu d'alcool. J'ai jamais été un gros buveur. Mais c'est simplement pour durer. Tu as décidé d'arrêter. C'est un calcul. Comme le calcul que j'avais fait à l'époque d'être dans le 3,5, puis ma ressource la plus précieuse, c'était le temps. Mais parle-moi du calcul pour l'alcool, parce que moi, je suis en procédure d'arrêter tout ça aussi. Ouais. Je suis curieux, toi, ta motivation. Tu es beaucoup plus en forme. Ben, je sais. Ça n'a pas de bon sens. À chaque fois. Mais toi, c'était ça ta motivation. Mais même à ça, tu t'es que je vais nécessairement manquer de sommeil. Ouais. À cause de mes gigs la nuit. C'est pas humain. Ouais. Puis j'étais un père de famille présent, responsable. Comment je peux concilier les deux? Qu'est-ce que je peux couper pour me permettre? Ça. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Exact. Puis je veux créer. Mon but le plus important, c'est créer et être là pour ma fille. T'as toutes tes réponses qui sont là. Oui, ça me manque de prendre des petites bières, le fun, d'avoir le petit buzz. Le petit buzz, ouais. Mais ça me manquait plus faire un nouvel album. Ah, je comprends. Ça me manquait plus être en forme avec ma fille. Ah, je comprends. Ça, là, t'as tout résumé. Être en forme avec ses enfants. Être pas en forme avec ses enfants, c'est un sentiment dégueu. Là. Dégueulasse. Pas souhaitable. Tu sais, t'es là, puis ton enfant, lui, il déborde d'énergie, de joie, puis toi, t'es à côté, puis t'es comme... puis tu sais, ça m'est déjà arrivé de revenir de tourner tard, puis tout ça, puis t'es fatigué, mais t'es bien moins fatigué si t'as pas pris un verre. Puis moi, j'aime jouer au basket encore, puis pas plus tard qu'en fin de semaine, je suis revenu d'une gig qui était en Estrie, je suis revenu en auto, je suis arrivé chez moi à 2 h du matin. Bon, je me suis couché à 3 h. À 9 h, j'étais debout. Puis à 10h30, j'étais dehors en train de jouer au basket, full intense. Ben ouais, c'est ça. Il faut choisir aussi qu'est-ce qui nous fait sentir bien. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est ça. C'est ça que je veux. Fait que je dis pas que je vais plus jamais boire, mais c'est une décision réfléchie, consciente. Et je veux... c'est pour ça aussi que je suis fier de cet album-là, dans le sens que je dois faire des sacrifices. Mm-hmm. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie, parce que ben oui. C'est ça, fait que on coupe là, puis... On coupe où est-ce qu'il faut. Et où est-ce qu'il faut, puis je vais y arriver. Ah, j'adore. T'avais-tu préparé une petite prescription pour moi? Ou t'avais des petites suggestions, peut-être artistiques à écouter, ou des trucs? Je peux donner des trucs que t'écoutes ces temps-ci que t'aimerais que j'écoute. OK. Très facile. Vas-y. Est-ce que tu connais le label International Anthem? Non. Non, parfait. Okay. Ben, ça va être ça. C'est un label de Chicago. J'adore. OK. C'est un label de Chicago qui, pour, mettons, le jazz et la musique expérimentale, voire électronique, a un peu... Tu sais, je pourrais faire un parallèle avec la scène post-rock à Montréal avec Constellation à l'époque. OK, parfait. Mais pour Chicago, pour jazz actuel, ambiant et expérimental. Toi, c'est un label que tu traces, que tu écoutes souvent, que tu aimes. Ah ouais, je pense que j'ai genre 12 ou 15 vinyles d'eux. OK. J'achète leur musique. Je les adore. Je suis bébé Lala devant leur pochette, de l'avoir comme quand j'avais 20 ans, puis je voulais des trucs sur Warp. OK. Oh wow, OK, ben ça. Là, parfait. Je suis totalement fan. OK, de ce qu'ils font. Je dis pas que j'aime tout.
Non, c'est ça, mais il y a une ligne directrice. Là-dessus, Makaya McCraven, qui est venu faire un gros show au Festival de Jazz cette année. Il y a beaucoup de production de Carlos Nino en musique ambiante. Carlos Nino, c'est le producer d'André 3000. OK. Ça, c'est plus ambiant, psychédélique. OK. C'est pas nécessairement mon préféré, mais c'est juste pour donner un point de référence. À l'image de son dernier album. Oui, c'est du Carlos Nino tout craché. OK. En fait. Moi, j'avais déjà des albums de lui, puis il n'y a pas de surprise. C'est ça. Il y a Jeff Parker, que j'adore. Cool. Un des meilleurs jazzmen actuels aux États-Unis. Il y a Jeremy Oshiu, que j'aime beaucoup, un côté plus électronique, ambiant. OK. Il y a Desron Douglas. Desron Douglas? Ouais. OK. Un contrebassiste jazz aussi. Toute la nouvelle scène jazz américaine qui crossover avec les Anglais en ce moment. Il y a comme un gros renouveau à Londres. C'est vraiment que ça se passe. À Londres? Londres et États-Unis. OK. Ouais, c'est ça. Là, c'est vite pas mal ça. Ouais, c'est cool. Puis, qu'est-ce qu'il y en a de Montréal? Est-ce qu'on est une bonne scène? Est-ce qu'on est une bonne scène? C'est une question tellement large. Électroniquement? Je dirais que oui, en ce sens que ce que j'aime maintenant, qui était beaucoup moins commun par rapport à l'époque où j'ai commencé, c'est que beaucoup d'artistes montréalais qui se sont émancipés et qui ont interagi sur la scène mondiale sans gêne. Et des fois, on ne sait même pas que c'est des Montréalais ou des Québécois. Ils le cachent pas nécessairement. Non, je comprends. Ouais. Mais pour moi, un Ketranada, c'est ça. C'est un pur produit montréalais. Bon, il habite à Élie depuis 4 ans, mais pour moi, c'est de la musique. D'ici. Il n'y a pas de changement entre ce qu'il fait. C'est mieux, mais je veux dire, il n'y a pas eu de... Il est bon son dernier, je l'ai écouté. J'ai aimé ça. C'est le fun, mais là, c'est quoi, là, il habite à Toronto. Là. À LA. À LA? Oui, OK. Los Angeles. OK. Ce que fait un Jacques Green. OK. J'adore. Là, tu vois, Fred Everything a sorti un bon album récemment. Je trouve ça le fun. Puis, je vais l'écouter, ça, je l'ai pas écouté. Ouais, c'est du house, tout ça. Fait que tu sais, il y a comme plein de choses qui se passent de ce côté-là que je trouve qui sont le fun. Puis moi, je suis content que ça se passe. Ouais. Juste pour la vitalité de la chose, puis l'émancipation, parce que mes moves, moi, ont été faits à l'international avec cette prétention-là de dire que ma musique peut s'insérer dans un contexte international. Et je respecte beaucoup les gens qui ont cette même ambition, prétention, volonté de le faire. Chacun le fait avec des angles différents. Il y en a qui ciblent davantage Los Angeles, d'autres ciblent davantage Londres, d'autres ciblent tout ça. Puis, j'irais même plus loin que ça. C'est-à-dire que si je faisais énormément de musique en français, je ferais les mêmes moves à l'international, hors du marché francophone. Ouais, je comprends ce que tu dis. Et c'est la même... J'ai dit ça exactement ce matin à mon rep chez Believe pour la chanson Tout doux avec Jérôme Minière. C'est pas une chanson en français. C'est une chanson qui s'adonne à être en français. Qui s'adonne, c'est ça, j'aime ça. Mais c'est une chanson plus smooth. C'est comme du Kwan Bin. C'est comme soul un peu. Le genre est plus fort que la langue. Ouais, j'aime ça. T'sais? Et la musique francophone, c'est pas un genre. Et donc, toutes les chansons que j'ai faites en français, j'ai toujours cette prétention-là de me dire ça peut plaire à des gens qui ne parlent pas français. Et si on met suffisamment de balises dans la musique, on peut comprendre la toune. Fait que tu sais, j'ai fait un remix de Lisa Leblanc. Tout ça. Puis j'ai jamais fait une toune disco-funk, mais tu sais, la toune était comme ça, puis je l'ai pas dénaturée. J'ai comme enlevé peut-être 25% de son côté rock, puis je l'ai mis avec ma touche, puis j'ai restructuré. Puis dès que c'est sorti, j'avais des demandes d'un label aux États-Unis qui voulait le sortir en 45 tours. OK. Quand même. Ils s'en foutent qu'elle soit en français. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais. Il y en a qui l'ont prouvé dans le passé. Un des premiers qui l'a prouvé il y a longtemps, c'était Aznavour. Aznavour chante en français. Il était invité, je me rappelle encore, je l'ai ici en DVD. Moi, j'ai toute la collection des
toutes les saisons du Muppet Show. Il était une star mondiale. Il chantait en français. Ouais, Puis il était venu, il était un des guests du Muppet Show, puis il chantait en français au Muppet Show. Tu fais comme, hein? C'est ça. Un peu comme Stromae aussi, tu sais. C'est ça quand il allait à New York, puis que le monde y allait, puis il comprenait rien. C'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire. Et c'est avec cette même prétention-là que ça me permet de faire de la musique dans d'autres langues. Et je la sors ici. Ah oui, c'est ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est sur ce n'est pas grave qu'on va devoir se laisser. Hey, c'est la révolution tranquille. Et la révolution tranquille, exactement. Écoute, on va suivre ton album qui sort cet automne. Merci. Mais ça ne nous empêche pas d'aller écouter tous les autres albums qui sont disponibles sur les plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, ça a été un plaisir. Vraiment. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.